Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Les risques d'accidents sur les routes sont énormes. Le commandant supérieur de la gendarmerie, le général de corps d'armée Alexandre Appalo-Touré, sensibilise les usagers sur ces dangers. Il est allé à la rencontre du groupement de sécurisation routière pour s'imprégner de leur façon de travailler. C'est saisi de l'occasion pour appeler les usagers au respect du code de la route. Des structures privées décident d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans la résolution de la problématique de l'emploi des jeunes. À Bouaké, plusieurs chèques d'une valeur de 321 millions de francs CFA ont été remis à 250 jeunes afin de leur permettre de créer ou de renforcer leurs petites entreprises. À Djibouti, le président sortant Ismaël Oumar Guelleh a été réélu président de la République hier vendredi à 98,58% des voix selon les chiffres officiels provisoires. Un 5e mandat pour Ismaël Oumar Guelleh, il dirige le pays depuis 22 ans. Face à lui dans cette course à la présidentielle, Zakaria Ismail Farah, un homme d'affaires de 56 ans. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Direction le ministère de la fonction publique où le nouveau ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désiré Ouloto, a reçu les dossiers relatifs à ce ministère des mains du général Issa Coulibaly, ex-ministre de la fonction publique, et Roger Adom, ex-ministre de la modernisation de l'innovation du service public. Godfrey Okambawa. Il a passé 4 années à la tête du ministère de la fonction publique. Le général Issa Coulibaly passe le témoin à la ministre Anne-Désiré Ouloto, désormais ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. À sa suite, Roger Félix Adom, qui occupait le poste du ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, rend son portefeuille à la ministre Anne-Désiré Ouloto, en charge désormais de ces 2 départements. Nous avons entamé beaucoup de chantiers, nous en avons finalisé certains, d'autres sont encore en cours. Mais j'ai toute confiance au ministre Anne Ouloto et au secrétaire d'État Brice Kwasi pour prendre le relais et pour faire de ces projets de réel succès. Que je ne puisse clore mon propos liminaire sans dire combien je suis redevable au président de la République. Et lui dire profondément, humblement, mais du fond du cœur, merci. Merci de m'avoir donné cette chance de connaître cette expérience, de prendre part à l'activité gouvernementale, et vous ne pouvez savoir combien elle est enrichissante. Pour le travail abattu à la tête de ce département ministériel, la ministre Anne-Désiré Ouloto a félicité ses prédécesseurs et mesure la tâche qui est la sienne. Le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration apparaît assurément comme étant l'épine dorsale de l'État de Côte d'Ivoire, celle qui porte tous les acteurs du service public de notre administration. J'ai conscience qu'aujourd'hui, tous les fonctionnaires et agents de l'État, mais aussi tous les usagers du service public de nos différentes administrations ont le regard tourné vers nous. Anne-Désiré Ouloto siège dans le gouvernement depuis 10 ans. Elle a occupé les fonctions de ministre de la Salubrité urbaine, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, ministre de l'Environnement et du Développement durable et puis récemment, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Pour sa nouvelle fonction, elle sera accompagnée par Brice Kwasi, secrétaire d'État en charge de la modernisation de l'administration. Du côté du ministère des Ressources animales et halieutiques, le nouveau ministre en charge de ce département, Sidi Tiemoko Touré, a reçu les charges liées à sa fonction des mains de son prédécesseur, Dosso Moussa, témoin de cette passation de charges, Walter Amadou Ouattara. Réussir à rendre la Côte d'Ivoire autosuffisante en ressources animales et halieutiques, c'est le nouveau défi qui attend Sidi Tiemoko Touré. À la tête de ce département ministériel depuis le 6 avril dernier, il reçoit ici, des mains de Moussa Dosso, ministre sortant, les dossiers qui l'attendent. Une passation soutenue par d'encourageants propos de l'ex-ministre des Ressources animales et halieutiques. Vous avez relevé les défis dans tous les départements ministériels où vous êtes passé et je ne doute pas un seul instant qu'il en sera de même pour ce ministère où le président de la République vous met en mission. Nous nous sommes engagés sur 3 axes majeurs, à savoir 1.
le renforcement du cadre politique, juridique et organisationnel du secteur. 2. La promotion de l'investissement privé dans le secteur. 3. Et la mise en œuvre efficace des programmes et projets sectoriels. Je m'emploierai à inscrire mon action dans la continuité des réformes et projets que vous avez initiés pour le bien-être du secteur et des familles ivoiriennes. Nous allons, mesdames et messieurs, chers collaborateurs, dans un effort conjugué, relever également les défis persistants du secteur des ressources animales et halieutiques. Et l'une des actions de matérialisation de ce choix sera bien la réduction significative des importations des produits animaux, halieutiques et autres produits dérivés, car vous en conviendrez, mesdames et messieurs, que notre mission de développement des productions animales et halieutiques pour la satisfaction des besoins alimentaires de nos concitoyens doit être une priorité. Les besoins de la Côte d'Ivoire en ressources animales et halieutiques sont estimés à 300 000 tonnes l'année. Sortons à présent des parvis des ministères. Nous le disions à l'instant dans les titres, les risques d'accidents sur les routes sont énormes, surtout pour les conducteurs imprudents. Le commandant supérieur de la gendarmerie, le général de corps d'armée Alexandre Apalo-Touré, sensibilise les usagers sur ces dangers. Il est allé à la rencontre du groupement de sécurisation routière pour s'imprégner de leur façon de travailler et s'est saisi de l'occasion pour appeler les usagers au respect du code de la route. Abou Sadogo. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalo-Touré, visite le groupement de sécurisation routière. Ces déplacements, Alexandre Apalo-Touré l'a effectué pour voir comment ces hommes chargés de la sécurité sur cet axe exécutaient leur mission. Il leur a donc donné des instructions en vue d'améliorer leur performance sur le terrain. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale n'a d'ailleurs pas hésité à leur donner l'exemple en matière de police de la route. En effet, constatant la montée du taux d'accident de la route pendant le week-end pascal, il a profité pour échanger avec quelques voyageurs. Alexandre Apalo-Touré les a sensibilisés sur leurs responsabilités en tant qu'usagers de la route, au même titre que les conducteurs. Ce véhicule-là, la vitesse maximum, il ne doit pas dépasser sur l'autoroute ici 90 km à l'heure. Et il roule à 120, voire 140 à l'heure. C'est-à-dire qu'ils tendent vers le double de la vitesse normale qu'ils doivent faire. Donc le premier qui doit défendre sa vie, c'est le passager. C'est le passager qui doit dire « je ne vais pas mourir dans un véhicule ». Vous avez compris? Quand il fait le surnom comme ça, vous refusez. C'est votre droit. Défendez vos vies. Défendez vos vies, les passagers. Défendez vos vies. Quelques jours avant, le général de corps d'armée Alexandre Apalo-Touré était à Korogo, où il s'est entretenu avec le conducteur de mototaxi. Il faut porter les casques, il faut vous protéger. Nous, on veut que vous puissiez vivre. Quand nous, on vous laisse rouler sans casque, ça veut dire qu'on n'assume pas notre responsabilité. Normalement, c'est comme si nous-mêmes on viole la loi. Aidez-nous, donnez les conseils aux uns et aux autres. Notons que le groupement de sécurisation routière a pour mission d'assurer la sécurisation de l'ensemble du réseau routier et autoroutier, de ses installations et services annexes, ainsi que de ses emprises. Prenons à présent ensemble la direction du village d'Adaou dans la région de Toumoudi où Pakinou a été le prétexte pour poser les préoccupations du village qui ont été identifiées. Un centre de santé et un château d'eau. Cadres, filles et fils de ce village, à travers la mutuelle de développement, vont contribuer à la réalisation de ces projets. Adaoumban est un exemple de ce que Pakinou est un moment de prise de décision des populations pour le devenir de leur village. Reportage. Au bout de cette route, un village nommé Adaou. Il est plus de 15 heures ce dimanche en fête de Pâques quand nous y arrivons. Adaoumban, comme l'appellent ses fils et ressortissants, est un village de la sous-préfecture de Kouébou dans le département de Toumoudi, réinstallé sur un nouveau site. Depuis 9 heures le matin de ce dimanche de Pâques, se tient la grande réunion dirigée par la mutuelle de développement de cette localité à la demande du chef de village Nana Yaokan II. Réunion inscrite au programme de Pakinou et préparée sur une année entière par l'ensemble de ses cadres, filles et fils. On est sur un nouveau site, il y a l'électricité. Mais en dehors de l'électricité, il y a beaucoup de choses qui manquent, telles que le dispensaire, un château d'eau, un foyer des jeunes. On a besoin de tout, tout est à refaire. Tout n'est pas luisant. Nous sommes dans la mouvance. J'attends beaucoup de mes administrés, mais aussi de l'État.
À ce Pakinou 2021 à Daoungban, la rencontre sur les questions du développement et du progrès était fondamentale. Les Pakinoufois venus d'Abidjan et des autres localités du pays, autant que les populations du village, en mesuraient l'intérêt et la portée. On n'était ni dans la ferveur culinaire, ni dans l'ambiance tapageuse, soutenue par la musique du terroir. Pour autant, chaque habitation a pris ses dispositions pour vivre ce Pakinou dans sa totalité. Et pour être en phase avec l'esprit des Pakinous, la grande réunion était le beau prétexte pour associer à la réflexion sur le développement et le progrès, le festif et le culturel. Entre deux points inscrits au débat, des prestations d'artistes et à la fin, un concours à Oulaba et Taoula Clamant dans une optique de valorisation de la femme et des canons de beauté en vigueur chez le peuple baoulé, autant chez les femmes que les hommes. On s'active aussi pour que les cotisations rentrent, pour qu'on puisse véritablement avoir notre centre de santé, une maternité, pour que nos femmes puissent aussi se faire les consultations prénatales et puis avoir des accouchements dans de bonnes conditions. Il y a toujours un bénéfice à aller à Pakinou. Chaleureuse retrouvailles, premier contact avec la grande famille, rencontres amoureuses et divers contacts à valoriser selon la motivation, ressourcement spirituel ou encore découverte de la tradition avec bonheur et émerveillement. Je suis avec ce jeune homme qu'on appelle Salomon, qui est venu ici à Daou pour la fête de Pâques qu'on appelle Pakinou en pays baoulé. Il a pu découvrir un pan de la culture traditionnelle de ce village, surtout comment est-ce qu'on fabrique le vin de Rognier. Il a regardé, il a vu, il a apprécié et il est touché par ce qu'il a découvert dans son village qu'il ne connaissait pas auparavant. Pakinou 2021 à Daoungban a été un moment de bonheur partagé. Mais le vrai bonheur que recherchent les filles, fils et cadres, autant que la population de ce village, c'est le développement et le progrès avec pour point de départ la construction à Daou d'un centre de santé et d'un château d'eau. Un reportage signé Eugène Atoubé. On reste dans la Côte d'Ivoire profonde grâce au programme national de développement et aussi aux actions combinées des cadres de la mutuelle Etrepa du village d'Aboutoukro, village situé dans le département de Boganda, dans la sous-préfecture de Kouadio-Blécro. Le village est désormais connecté au réseau électrique. Fini l'obscurité pour ce village, dont les filles se regroupées au sein de leur mutuelle ont lancé le projet de construction du tout premier centre de santé communautaire du village. Reportage. L'obscurité dès la tombée de la nuit, désormais un mauvais souvenir pour les habitants d'Aboutoukro dans la sous-préfecture de Kouadio-Blécro. Tous les villages, ils ont de lumière. Ils ont débrouillé jusqu'à Dieu merci. On a eu courant. C'est à cause de nos enfants, on a eu courant. Je suis très ravie d'être ici pour célébrer la fête de la lumière. Je remercie aussi tous ceux qui ont participé à l'éclairage de ce village. Et cela permet aux villageois de faire quelques activités. Moment tant attendu par cette population qui salue de vive voix ce fruit du programme national de développement avec l'implication de la mutuelle Etrepa. Pendant longtemps, nous sommes restés dans le noir et il a fallu que l'État de Côte d'Ivoire nous donne l'électrification. Aujourd'hui, nous sommes à Aboutoukro pour dire merci pour l'électrification du village. Célébration de la lumière à Aboutoukro, marquée par une cérémonie solennelle sur la place publique. Le sous-préfet de Kouadio-Blécro, s'adressant à ses administrés, les a encouragés à plus d'initiatives pour le développement de la localité. Je suis très heureux d'entendre ici qu'ici on ne parle pas de politique, parce que c'est des enfants d'une même mère. Et la mère ici, c'est le département de Boganda. Nous devons nous attendre au développement, au jubilé de tous ces enfants. C'est ce que nous recherchons. Le député de Kouadio-Blécro, parrain de cette cérémonie, a assuré à Aboutoukro de son soutien dans le combat contre la pauvreté. Dans cet élan, la mutuelle Etrepa a posé la première pierre du centre de santé communautaire du village. Nous allons construire un centre de santé pour permettre à nos parents d'avoir un lieu pour se faire soigner. Également, à côté du centre de santé, une maternité pour faciliter les accouchements. Autre défi auquel seront confrontés les cadres d'Aboutoukro, l'adduction en eau potable, la construction d'une école primaire, la lutte contre l'orpaillage clandestin et surtout l'accès au réseau de téléphonie mobile.
Et l'actualité, mesdames et messieurs, c'est aussi cette insertion sur le marché de l'emploi pour 26 enfants sortis de la rue et insérés dans le centre de service civique de Guétipo, dans la ville de Sassandra. Pendant 9 mois, ils ont été formés au métier de la mécanique auto, l'agro-pastoral, la construction métallique et la maçonnerie. Ils ont reçu leur diplôme de fin de formation des mains de la directrice de coordination du programme de protection des enfants et adolescents vulnérables. Les détails avec Sephora Zeki. Il y a 9 mois, ces adolescents sortis des rues étaient encore pensionnaires des centres socio-éducatifs d'Adjamé et d'Abobo grâce au programme de protection des enfants et adolescents vulnérables. Avec l'appui financier de l'État de Côte d'Ivoire et de l'UNICEF, 26 d'entre eux ont intégré le centre de service civique de Guédipo dans la ville de Sassandra. Ils ont eu 3 mois de formation civique et citoyenne. Après les 3 mois de formation civique et citoyenne, ils entament maintenant la formation professionnelle ou la formation qualifiante qui a duré 6 mois. Là-bas, nous avons 4 types de métiers. La maçonnerie, la construction métallique, la mécanique, électricité auto et l'agro-pastoral. Ismaël, major de la promotion, et ses amis se souviennent encore des moments difficiles passés dans les rues d'Abidjan. Mon parcours était difficile, mais je me suis tenu bon pour y arriver. Bon, moi, j'ai quitté la maison parce que ça parlait un peu trop sur moi par rapport à tous les trucs. Il y avait déjà mes petits frères à la maison. Donc c'est pour cela, j'ai quitté à la maison, je suis parti dans la rue pour pouvoir moi-même avoir l'argent pour mon propre pain. J'ai fait des histoires avec la famille et moi-même, je suis sorti de moi-même. Je suis sorti, je me suis donné à la rue moi-même. C'est fièrement que ces nouveaux diplômés reçoivent leur parchemin en présence de leurs parents. Ces adolescents se disent désormais transformés et prêts à affronter tout obstacle. Aujourd'hui, je suis devenu un homme accompli, je suis devenu responsable et je dis merci à l'État. Je dis merci à l'État à tout ce qu'il a accompli depuis le bas âge. Et il ne faut pas qu'il va baisser la main, il ne faut pas qu'il va arrêter sur nous seulement. Il va continuer de prendre d'autres enfants. Et que j'ai surmonté toutes les épreuves. Et aujourd'hui, j'ai eu mon diplôme, je suis content. Moi, nous leur disons merci tout ce qu'ils ont fait pour nous. Et la récompense vient de Dieu. Nous aussi, on ne va pas les laisser. On va continuer pour leur montrer plus encore. L'insertion de ces jeunes a été possible grâce aux actions de rue entreprises par le programme de protection des enfants et adolescents vulnérables. Nous avons pu faire tout le travail, faire la dramathérapie avec les enfants, là et la médiation culturelle. C'est toute une équipe, c'est tout un plan multisectoriel qui a été mis en place pour que nous ayons ces résultats-là. Et nous sommes fiers de ce résultat. Pendant 3 mois, ces jeunes gens vont effectuer des stages pratiques auprès de particuliers. À la fin de ce stage, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, avec l'appui financier de l'UNICEF, va financer leur installation. Deuxième titre de cette édition, des structures privées décident d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans la résolution de la problématique de l'emploi des jeunes dans le pays. À Bouaké, plusieurs chèques d'une valeur de 321 millions de francs CFA ont été remis à 250 jeunes pour créer ou renforcer leurs petites entreprises. Le reportage de Soro Corona. L'entrepreneuriat demeure l'un des moyens efficaces pour la résolution de l'épineuse question de l'emploi des jeunes. Pour solutionner cette problématique, l'État n'est pas seul. Plusieurs organismes et ONG accompagnent les initiatives du gouvernement. À Bouaké, des chèques d'une valeur de 321 millions de francs CFA sont remis à 250 jeunes. Des fonds pour créer ou renforcer une petite entreprise. Pour la structure donatrice, c'est par l'entrepreneuriat que les pays en développement pourront venir à bout du chômage des jeunes. Les responsables de ces structures ont exhorté les jeunes à plus d'initiatives et surtout travailler pour le remboursement des fonds reçus. Les projets que nous finançons sont essentiellement des projets à fort impact social. Nous finançons les activités génératrices de revenus et nous nous penchons également sur les sollicitations des petites et moyennes entreprises dans toutes les localités. Les bénéficiaires se sont engagés à travailler afin de bâtir des entreprises qui pourront employer d'autres jeunes en quête d'emploi. Je vends au marché de Brobo. C'est difficile. On n'a même pas d'argent, tu ne peux pas aller voir quelqu'un, donne-moi l'argent, la personne ne va pas te donner. Ils m'ont convaincu, j'ai adhéré, j'ai souscrit. Et aujourd'hui, ils viennent m'aider avec une somme vraiment. Et je suis très heureuse parce que je sais que ça va m'aider à avancer. Je serai grand quelqu'un dans ce pays-là. Je suis un commerçant, je confectionne les paquets d'eau.
C'était pour l'agrandissement de mon entreprise et j'ai eu le prêt. Dans les mois à venir, ce sont plus de 1500 jeunes qui vont bénéficier de ces fonds à Boaki. Pour l'année 2020, cette structure a octroyé des prêts de plus d'1 milliard de francs CFA à la jeunesse de la ville d'Abidjan. Un soutien financier bien accueilli par les jeunes. Des organisations de la société civile en partenariat avec l'Association internationale humanitaire Action contre la faim ont présenté à la Bourse du travail de Treichville les 6 nouveaux axes de leur projet d'amélioration des compétences des bénévoles contre la malnutrition en Côte d'Ivoire. Ces orientations visent à renforcer le plaidoyer, les mécanismes de suivi et les actions de communication engagées pour la nutrition dans le pays. Jean-Marc Djadji. Des organisations de la société civile présentent 6 nouvelles orientations aux partenaires internationaux engagés contre la malnutrition. Objectif de cette initiative, renforcer les capacités des volontaires afin d'améliorer le suivi de programmes de nutrition et de mettre en œuvre une politique efficace de coordination entre les populations et le gouvernement. Je pense que ce qu'ils ont essayé de faire avec les outils qu'ils ont développés, c'est essayer de voir comment on peut organiser, standardiser les actions d'une région à une autre de manière à ce que tout le monde pousse dans la même direction et qu'au-delà de ça, on ait des données qui remontent, qui leur permettent au niveau national de nourrir un plaidoyer qui sera plus efficace. Ces documents pourront permettre à toutes les organisations de la société civile de lutter efficacement et de façon standardisée contre la malnutrition. Depuis le 3 février 2017, ces organisations de la société civile sont engagées pour la nutrition à travers le plan national multisectoriel de nutrition, PNMN, et des plans régionaux de nutrition en particulier. Et à côté de toutes ces actions, il faut continuer de rester vigilant. La Covid-19 toujours présente en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier, vendredi 9 avril 2021, 114 nouveaux cas de Covid-19 sur 4155 échantillons prélevés, soit 2,7% de cas positifs, 439 guéris et 2 décès. À la date du 9 avril 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 45 089 cas confirmés, dont 44 197 personnes guéries, 260 décès et 632 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 548 998 personnes. Le 7 avril, 4 872 personnes ont été vaccinées, soit un total de 60 823 personnes vaccinées contre la Covid-19. Ce qu'il faut également savoir, c'est que démarré le 1er mars dernier, la campagne de vaccination contre la Covid-19 se poursuit. À la tête d'une délégation des agents de l'Agence d'appui au développement rural ANADER, le président du conseil d'administration s'est fait vacciner dans un centre logé au sein du CHU de Cocody. Cet acte vise à encourager et sensibiliser les 2000 agents de l'institution agricole à se faire vacciner. Cheikh Koné. CHU de Cocody, manche retroussée. La délégation des responsables de l'ANADER, conduite par le président du conseil d'administration, reçoit leur première dose de vaccin contre la Covid-19. Un acte à double objectif, contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liée à la pandémie, d'une part, et d'autre part, montrer la voie à suivre aux 2000 agents de la structure. Nous voulons montrer que vraiment il faut se vacciner. Vous savez que l'ANADER encadre le monde rural. Si nous ne sommes pas vaccinés, nous serons porteurs effectivement de maladies. Donc c'est pour dire qu'il faut se vacciner et les directeurs généraux se vacciner. Tous les membres d'ANADER vont se vacciner parce que nous travaillons le monde rural. Voilà. Pour le directeur général de l'ANADER, son institution se doit d'être en première ligne dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Distribution gratuite de masques, kits de lavage des mains et gel hydroalcoolique ont marqué cette campagne de vaccination. Occasion de veiller à la protection au quotidien des agents dans les exercices de leurs fonctions. Et justement, sur l'actualité de la Covid-19, toujours dans l'actualité internationale, le vaccin Johnson & Johnson n'est pas encore arrivé en Europe, qu'il fait déjà l'objet d'une surveillance renforcée. Un lien de causalité entre la formation de caillots sanguins et l'injection du vaccin contre la Covid-19 Johnson & Johnson n'a pas été établi à ce stade. C'est ce qu'a déclaré hier vendredi l'Agence américaine des médicaments en disant enquêter sur des cas aux États-Unis. Le régulateur européen a approuvé le vaccin Johnson & Johnson et sa mise en œuvre dans les pays de l'Union européenne doit commencer en avril.
Retour en Côte d'Ivoire, direction la sous-préfecture de Papara, dans le département de Tingrela, dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui vient de bénéficier de la construction d'un collège de proximité, une réalisation du Conseil national de la Bagoué qui fait passer le nombre d'établissements secondaires dans la région de 6 en 2011 à 17 aujourd'hui. Cet établissement a été livré et inauguré par Mariatou Koné, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Les précisions de Siekwasi. C'était un vœu longtemps exprimé par les populations. Un collège à Papara pour accueillir les enfants qui terminent leur cycle primaire. Vœu exaucé, le village peut être fier de son bâtiment de 4 classes. Joie et bonheur des populations, reconnaissant au conseil régional de la Bagoué qui a financé la construction de l'ouvrage. Vous avez les enfants qui sont de plus en plus jeunes qui vont au collège. Et il se trouvait que les parents louaient des maisons pour ces enfants. Quand vous mettez des adolescents ensemble dans une maison, qui a la charge de l'éducation, qui peut avoir de l'autorité sur les autres pour les amener, entre guillemets, sur le droit chemin. L'avènement du collège actuellement dans le village, je crois que ça c'est très bon pour le développement de notre village. Double fierté pour Papara, le nouveau collège moderne de la localité a été inauguré par la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné. Elle a invité les populations de Papara à une mobilisation autour de l'école et surtout à scolariser les jeunes filles. Merci au président Bama Siama, président du conseil régional. Merci d'être le prolongement de la main de l'État. Le collège moderne de Papara est un collège de proximité qui rapproche davantage les apprenants de l'école et qui a pour objectif de réduire le taux d'abandon. La région de la Bagoué compte à ce jour 17 établissements secondaires. Voilà, au commentaire de ce reportage, Jean-Marc Djadji Siekwasi, notre reporter que nous retrouverons certainement dans nos prochaines éditions. La finale du meilleur groupe de balafon de festival, Djegele Festival international du balafon de Boundiali, a eu lieu jeudi dernier au stade de Boundiali. 7 groupes étaient en compétition. Le Djeboloy de Toro a été désigné meilleur groupe balafon à l'issue de la compétition. Issa Tchononyeo et Ulrika Dongo. Chorégraphie, créativité, engagement et vivacité des danseurs. Tout cela dans une orchestration musicale bien appropriée. Ce sont là quelques atouts du succès des Djeboloy de Tironyaladougou, meilleur groupe de balafon, la 5e édition du festival Djegele, festival international du balafon à Boundiali. C'est un meilleur prix qu'on va s'améliorer de plus pour aller au devant. Pas que, en tout cas, pour ne pas rester seulement à Boundiali, on a dans un autre pays aussi. C'est mon souhait. Faire connaître le Djeboloy. Arriver au village, à Tironyaladougou, avec le mien, on va fêter, on va danser. On va faire une artistique pour ça. La 2e et 3e place sont revenus respectivement au Wombeignon de Sorozana, de Tarato et le Poi de Kara de Boundiali dans cette finale du concours du meilleur groupe de balafon où 7 ensembles artistiques étaient en compétition. Ce festival Djegele consacre le dialogue des cultures selon les professionnels des arts. L'Afrique a une culture à montrer, l'Afrique a des valeurs. Et aujourd'hui, ce que nous venons de voir témoigne de la qualité exceptionnelle de la culture africaine. Qu'au Sénégal aussi, nous avons des ethnies qui jouent au balafon. Et il serait bien qu'à travers la culture, qu'ils puissent avoir une connexion de la sous-région, j'allais même dire de la CEDEAO, pour permettre de développer, au-delà donc de la culture, promouvoir donc le développement. Le Djegele, c'est-à-dire le balafon, c'est un instrument qui, comme vous le savez, a une dimension mythique et même métaphysique, et qui aujourd'hui est assumé, transmis, remasterisé par de nouvelles générations. Donc ça aussi c'est un point qui pour moi est très encourageant. Après la finale du meilleur groupe de balafon, place à celle du meilleur danseur, prévue ce vendredi. Les populations auront également droit à un concert des meilleurs groupes de balafon d'ici et d'ailleurs.
Félicitations donc au Djibouti de Toro, désigné meilleur groupe balafon à l'issue de cette compétition. En l'actualité internationale en Djibouti, le président djiboutien sortant Ismaël Omar Guelleh a été réélu président de la République hier vendredi à 98,58% des voix selon des chiffres officiels provisoires. Un 5e mandat pour Ismaël Omar Guelleh qui dirige le pays depuis 22 ans. Face à lui dans cette course à la présidentielle, Zakaria Ismail Farah, un homme d'affaires de 56 ans, les quelques 215 000 électeurs inscrits sur une population totale de 990 000 personnes étaient invitées à se rendre dans l'un des 529 bureaux de vote du pays, en majorité situés dans la capitale Djibouti-Ville, pour choisir leur président. Et juste avant de refermer les pages de cette édition, cette information, voici un mois jour pour jour que le Premier ministre Ahmed Bakayoko nous a quittés. Une messe d'action de grâce aura lieu ce samedi 10 avril 2021 à Notre-Dame de la Tendresse à la Riviera à partir de 19h en présence du Premier ministre Patrick Hachi et des membres du gouvernement. Et c'est sur cette information que se referment donc les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.